Bonjour à tous. On a parlé d'invité mystère ce matin, je crois que j'en suis un aujourd'hui. Parce qu'après tout, le droit pénal est-il du droit privé? C'est un positionnement intéressant dans le colloque. Mais je suis agrégé de droit privé et de sciences criminelles, donc, et je connais un peu la responsabilité. Alors, tout a été très bien dit. Pour le pénaliste, d'abord, merci Mathilde de m'avoir encore fait réfléchir à des sujets qui n'existent pas en droit pénal après le principe de précaution. Le pénaliste se pose toujours deux questions. Est-ce qu'il existe une base juridique, donc une interdiction, une incrimination, une infraction? Donc est-ce qu'il existe une infraction climatique? C'était le premier aspect de mon rapport. Et ensuite, peut-on imputer cette infraction? Et ce sont les questions donc d'attribution et de réprobation qu'on connaît. Alors, sur l'infraction climatique, les deux catégories que l'on peut mobiliser en droit pénal sont soit des infractions de risque, soit des infractions de lésion. C'est une grande distinction qu'on retrouve dans tous les droits, d'ailleurs, étrangers. L'infraction de risque dont on dispose, c'est le délit de risque causé à autrui que Stéphanie a évoqué, mais qui n'est pas très adapté parce que d'abord ce délit suppose des conditions extrêmement restrictives. Il faut avoir violé une obligation particulière de prudence prévue par le règlement. Ensuite, il vise un risque pour l'homme, mutilation ou infirmité permanente ou mort, pas le risque pour l'environnement en lui-même. Et on observe par exemple que une affaire que je n'ai pas citée dans le rapport, mais j'ajouterai. Total avait été poursuivi pour une pollution imputable à une raffinerie et sur le délit d'exposition d'autrui à risque. Et il a été jugé en 2005. C'était une affaire qu'il n'y avait pas d'impact mesurable sur la population de cette pollution atmosphérique, donc que le délit de risque causé à autrui n'était pas invocable. Donc on a des infractions de risque. On a bien sûr on peut ranger dans cette catégorie-là les infractions au droit pénal de l'environnement, mais c'est une police administrative qui, au fond, ne vise jamais le changement climatique en tant que tel. On vise des infractions à la police administrative qui sont la plupart du temps des contraventions. Il n'y a qu'un seul délit qui est le fait de ne pas se soumettre à une mise en demeure du préfet à la suite donc, de demandes de cette autorité. Et après, les secondes catégories de qualifications qu'on peut invoquer, ce sont les infractions de lésion, c'est-à-dire les homicides et les blessures par imprudence. Effectivement, lorsqu'il y a des morts, là, ça suscite l'attention et donc on cherche des responsables. Et à cet égard, donc, les questions pour le pénaliste qui se posent sont des questions de constitution de l'infraction. Est-ce qu'il y a d'abord un résultat, ici le décès ou des blessures? Est-ce qu'il y a une faute? Est-ce qu'il y a un lien de causalité? Sauf que la causalité en matière d'imprudence, elle est complexe. Stéphanie ne pouvait pas l'évoquer dans le détail, mais nous avons deux questions de causalité lorsque nous raisonnons les pénalistes. La première question, c'est une question de causalité qui est comparable à celle que vous connaissez en droit civil. C'est se demander si l'acte a bien été une cause certaine, on dit, nous, du résultat. Et pour cela, il suffit de démontrer que l'acte a été une condition sine qua non parmi d'autres, ce qui correspond à la théorie de l'équivalence des conditions, parce que la causalité pénale n'a pas à être exclusive. Elle peut être partielle. Il suffit que j'ai participé au résultat, le décès, pour que je puisse être poursuivi pour homicide involontaire, même si d'autres causes peuvent être envisagées. La responsabilité pénale, de ce point de vue-là, n'est pas divisible. Ensuite, nous avons une seconde question de causalité qui imputable à la réforme Fauchon, à la loi du 10 juillet 2000, qui nous impose de vérifier le positionnement de l'auteur d'un point de vue causal en distinguant suivant qu'il est auteur direct ou indirect. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que la plupart du temps, les personnes qu'on va vouloir attraire en responsabilité sont des auteurs indirects, c'est-à-dire des personnes qui, selon la loi, ont créé ou contribué à créer une situation dommageable, mais ne sont pas immédiatement en lien avec le dommage. Des décideurs, donc, dans la loi du 10 juillet 2000. Et ces personnes-là, pour engager leur responsabilité pour homicide ou blessure par imprudence, il faut toujours prouver une faute très grave. Une faute qualifiée, alors je ne rentre pas dans le détail du code pénal parce que c'est compliqué, mais une faute délibérée ou une faute caractérisée. Donc on a à la fois le problème que vous connaissez, c'est est-ce qu'il y a vraiment un lien de causalité, et ensuite le positionnement causal, l'intensité du lien de causalité, qui suppose de prouver une faute grave.
Alors, je crois qu'on aura dans les questions après une discussion sur la causalité en tant que telle, donc je passe là-dessus. Donc déjà, un problème d'identification des qualifications, et au fond, il n'y a pas d'infraction de dommages climatiques, parce qu'il serait très difficile pour un législateur d'incriminer de manière générale le fait de provoquer un changement climatique et puni d'eux. C'est une infraction qui ne passerait pas le cap du contrôle de constitutionnalité ou du contrôle de conventionnalité, parce que cette infraction, elle serait trop imprécise et au fond assez imprévisible. Et ce qui compte lorsqu'on raisonne sur une infraction pénale, c'est de pouvoir prévoir les hypothèses dans lesquelles on peut être puni. C'est le principe dans une société démocratique. Première difficulté. Alors, il faudrait évidemment raisonner sur des qualifications, on en parlera peut-être après, à créer. La deuxième difficulté, c'est d'attribuer à un responsable une infraction. Et à cet égard, donc, c'est vrai que nous sommes dans une situation où il y a une pluralité d'intervenants, le consommateur, l'industriel, l'exploitant de ressources naturelles, le distributeur, et que parmi cette chaîne, il y a des auteurs plus ou moins directs, on revient à la distinction que j'évoquais, et pour qu'on puisse envisager d'imputer une infraction à ces différents auteurs, il faudrait mobiliser les techniques qu'on connaît, donc la technique de la coaction que tu as évoquée dans ton rapport de synthèse est effectivement une technique assez classique. Lorsque plusieurs personnes portent des coups à un individu et que l'on n'est pas capable d'identifier quel est le coup qui a été le plus mortel, eh bien on va envisager cette action comme étant une action collective et rendre responsable l'ensemble des co-auteurs de cette action collective. C'est la théorie des sémiques de violence. C'est quelque chose qui est très connu finalement sur des infractions assez classiques, mais qu'on peut tout à fait transposer en autre matière. Ça ressemble à peut-être la théorie des commandeurs au fond. Ensuite, on a un responsable potentiel, c'est l'entreprise et donc la personne morale en droit pénal, puisque pour les personnes morales, la distinction des causalités directes et indirectes ne s'applique pas. On n'a pas à démontrer une faute grave parce que la loi Fauchon n'a été conçue que pour les personnes physiques. Donc c'est vrai qu'on a un responsable déjà plus facile à envisager. Et puis enfin, il y a ce mécanisme légal que tu as évoqué, sur lequel on reviendra après, qui est un choix législatif qui consiste à attitrer une responsabilité. Alors on connaît ça en droit de la presse, effectivement, donc l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 détermine un rang de responsable. D'abord le directeur de publication, ensuite l'auteur, l'auteur, etc. Pour précisément lutter contre l'anonymat des intervenants. S'il n'y a pas de directeur de publication, ce qui en principe est interdit, puisqu'il faut, lorsqu'on crée un journal, qu'il y ait nécessairement un directeur de publication, mais s'il n'y en a pas ou s'il n'existe pas, eh bien on passe au rang suivant. Donc on pourrait envisager cette technique, effectivement, pour pallier l'anonymat des auteurs. Il y a une dernière question, c'est est-ce que cet auteur peut se défendre? La théorie des causes d'irresponsabilité pénale. Et il y a une question qu'on n'a pas évoquée dans le rapport de synthèse, mais que j'ai moi-même édulcorée dans le rapport plus spécialisé, c'est que la plupart des activités dans lesquelles se meuvent nos prétendus responsables sont légales et donc sont autorisées par la loi. Alors précisément, mais en droit pénal, vous le savez, une cause d'irresponsabilité pénale est l'autorisation ou la permission de la loi, en sorte qu'on retrouve d'ailleurs en droit pénal de l'environnement souvent cette réserve. Il y a infraction, sauf évidemment lorsque l'activité est illicite, c'est-à-dire qu'elle satisfait à toutes les conditions administratives, autorisation préfectorale par exemple. Voilà pour l'instant, c'est précis.